Inauguration officielle du TGV Nord, Lille à 1h20 de Paris. Deuxième référendum au Danemark pour ratifier Maastricht. Les premières estimations donnent 55% de oui. En Sicile, arrestation du numéro 2 de la mafia. Nous terminerons ce journal par un hommage à Charles Trenet qui souffle aujourd'hui ses 80 bougies. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer ce journal, je vous propose un reportage spectaculaire sur le travail des spécialistes de la lutte antidrogue qui viennent d'obtenir un nouveau succès en démantelant un important réseau de trafic d'héroïne. 14 suspects ont été interpellés ces derniers jours. Les trafiquants opéraient depuis plusieurs années et ils auraient introduit en France pas moins de 200 kilos d'héroïne par an. Sur la traque au quotidien en banlieue, reportage Christophe Tortora, Jean-Claude Elfassi. Nicolas, inspecteur à la brigade des stupes de Versailles, est en planque dans un sous-marin, une camionnette au glace sans teint. Il accumule les preuves. L'information vient d'un toxicomane. Dans cet immeuble d'une banlieue des Yvelines, un couple vend de l'héroïne et de la cocaïne. Ouais, de Nico, le 205 c'est bon, hein. Je crois que cette 205 est déjà... En 1 heure, une dizaine de personnes se présentent à l'appartement, restent 3 minutes et repartent. Par contre, hein. Bon, le tuyau semble donc être bon. L'autre couple. Un homme roulant en R16 marron a été dénoncé comme étant le fournisseur. Les policiers le prennent en filature. Là, on attend qu'il rencontre ses amis, entre guillemets. Hein. Ça, c'est l'intérêt de la filature. Pour après discuter avec lui, on pourra lui mettre des éléments sous les dents. Mais ce soir-là, l'homme rentrera tranquillement chez lui. Seule satisfaction, en jargon policier, il est logé. Maintenant, ils savent où il habite. L'interpellation du couple de dealers a lieu le lendemain au petit matin. Après une fouille de l'appartement, les policiers ne découvriront pas de drogue. Tout a été déjà vendu ou consommé. Les seules traces visibles sont de l'argent liquide, des paquets vides, des seringues. Suffisant, c'est déjà des preuves. Maintenant, ça s'ajoute à ce qu'on savait déjà. C'est un plus s'il y a la drogue, ou si elle n'y est pas, c'est pas grave. L'homme à la R16, leur fournisseur, est arrêté en fin d'après-midi sur le parking d'un supermarché. Ta gueule! Il y a combien? Sur lui, les policiers ne trouveront que 4 grammes de cocaïne. 1, 2, 3, 4 kebabs. Mais la perquisition à son domicile sera beaucoup plus fructueuse. 4 000 francs d'argent liquide, 40 grammes d'héroïne et de cocaïne d'une valeur marchande de 50 000 francs. Cet homme se fournissait auprès d'un important réseau asiatique. C'est ce réseau dont on a appris aujourd'hui le démantèlement. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles et ceux de la préfecture de police de Paris travaillaient en fait sur la même filière. Il était l'acheteur pour les uns, le vendeur pour les autres. Au total, 14 personnes ont été interpellées. Le gang des Asiatiques est soupçonné d'avoir introduit plus de 200 kilos d'héroïne par an sur le marché français. 200 kilos, dont une partie se retrouvait dans les cités des Yvelines. Aujourd'hui, le char de l'État a roulé à 310 km/h et c'était François Mitterrand qui était aux commandes, tout au moins pendant quelques minutes. Je parle bien sûr du TGV Nord, inauguré ce matin par le chef de l'État en compagnie des ministres concernés. Autrement dit, la cohabitation est bien sur les rails. Reportage Roland Sicard, Yves Barbe. François Mitterrand a pris le temps de regarder et de réfléchir. Il faut dire que le TGV doit lui rappeler de bons souvenirs. Le premier qu'il avait inauguré, c'était en 1980, entre Paris et Lyon. C'était en plein état de grâce. À l'époque, c'est Pierre Mauroy qui était Premier ministre. Et aujourd'hui, Pierre Mauroy était encore là. Il n'est plus Premier ministre, mais il est toujours maire de Lille. Ce n'est plus l'état de grâce, c'est la cohabitation. Et pour le président, la cohabitation réserve parfois de bons moments. Exemple, quand la présidente écologiste de la région Nord trouve le TGV trop cher, rien n'empêche François Mitterrand de dire qu'il est du même avis. Il serait bon que les grands moyens modernes ne soient pas, à cause du prix, réservés au seul milieu des affaires ou de l'administration. Je crois que c'est un grand souci de Monsieur le Président de la SNCF, qui sait bien qu'il ne peut pas jongler avec les prix et avec les données économiques, mais qui doit marquer une direction pour qu'un jour, le plus tôt possible, se rejoignent la modernisation de nos transports et la capacité du grand public d'y accéder. François Mitterrand a son aise, d'autant que pour son premier déplacement en province depuis les élections, les enfants des écoles étaient de sortie comme au bon vieux temps. Bref, TGV, enfants, applaudissements et poignées de main,
La cohabitation, dans le fond, ça a aussi du bon. L'Europe à 12 va-t-elle dérailler? Réponse dans les prochaines heures avec le résultat du nouveau référendum organisé au Danemark pour la ratification de Maastricht. Les derniers sondages donnaient le ja gagnant. Alors vous le voyez, nous sommes en direct avec Bernard Lebrun qui est à Copenhague. Bernard, est-ce que les premières indications dont vous disposez confirment ces pronostics? Oui Bruno, en effet, mais ce ne sont que des indications. Néanmoins, les voici, 56% pour le oui, 44% pour le non. Quant à la participation, effectivement, elle a augmenté par rapport à l'an dernier. À l'an dernier, c'est visiblement quelque chose qui a profité aux partisans du oui. Elle est passée de 83 à 85% de participation donc ce soir à Copenhague. Mais il faut le savoir aussi, les grandes villes, leurs bureaux de vote sont encore ouverts pour l'instant. Ils ne fermeront en vérité qu'à 20h. Alors pour ratifier Maastricht, les Danois ont eu en quelque sorte une chance au tirage, une chance au grattage. Après près de 2 ans de débats européens, est-ce que ça les passionne encore vraiment Maastricht? Est-ce que tout le monde est pendu à son poste de télévision ce soir? Écoutez Bruno, je pense que véritablement les Danois sont devenus les meilleurs spécialistes de ce traité qui, comme vous le savez, contient plus de 400 pages. Traité qui plus est, qui a été ratifié, tout spécialement pour eux, qui comporte donc les fameuses annexes d'Édimbourg et qui dispense les Danois à la fois de la défense, la monnaie européenne ainsi que la police et la citoyenneté européenne. Alors la lassitude, on la note effectivement dans les meetings, on a constaté beaucoup d'absents par rapport à l'an dernier, particulièrement d'ailleurs côté non. Mais on nous dit qu'il ne faut pas prendre véritablement cette présence ou cette absence en compte, car les non, comme les oui, sont désormais présents et suivent le débat essentiellement devant leur poste de télévision, comme partout ailleurs dans toutes les démocraties. Aujourd'hui, on suit d'abord les débats électoraux devant le poste de télévision. Merci Bernard, rendez-vous bien sûr au dernier journal, un peu avant minuit, vous embrassez la petite sirène de ma part. En fait, les Danois, on vient de le dire, étaient appelés à ratifier un mini Maastricht, un accord de rattrapage signé à Édimbourg qui doit être renégocié en 1996. Dans l'hypothèse d'un oui danois qui semble se confirmer et surtout d'un vote positif des députés britanniques, que va-t-il rester exactement de ce fameux traité de Maastricht? Réponse en compagnie de Jean-Claude Renaud. Voici le bataillon franco-allemand, embryon de la défense européenne commune prévue par le traité de Maastricht. Un objectif dont le Danemark est pour le moment dispensé, comme pour la monnaie unique ou pour la citoyenneté européenne. Mais les dérogations accordées aux Danois lors du sommet d'Édimbourg ne devraient pas empêcher les autres d'avancer sur le chemin de l'intégration politique. Maastricht, c'est aussi la monnaie unique. Et là, ça se complique. Certes, la Banque de France se prépare à plus d'indépendance, mais pour le reste, ça va mal. Un seul pays, le Luxembourg, répond encore aux critères définis par le traité concernant l'inflation, la dette ou les déficits publics. Conclusion des eurosceptiques, on n'y arrivera pas. Conclusion des autres, l'Europe a 6 ans, s'il le faut, pour se refaire une santé, puisque l'entrée en vigueur de l'écu est prévue au plus tard en 1999. Et puis personne ne le dit, mais le traité de Maastricht sera révisé en 1996. C'est prévu par son article N. D'ici là, les Anglais auront peut-être décidé d'adhérer à l'Europe sociale et les Danois de renoncer à leur dérogation. On peut rêver, non? Émotion et recueillement au Palais Bourbon cet après-midi. La représentation nationale a rendu un dernier hommage à Pierre Bérégovoy par la voix du président de l'Assemblée, Philippe Séguin, en présence de la famille de l'ancien Premier ministre disparu le 1er mai. Véronique Saint-Olive. Cet après-midi, les tambours de la République ont résonné comme un appel. Un appel lancé par Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale, pour rendre hommage une dernière fois à Pierre Bérégovoy. Et en présence de Madame Bérégovoy, de ses enfants et de ses proches, les députés debout ont communié dans un même souvenir. Il n'était plus question de gauche ou de droite, d'opposition ou de majorité, mais seulement de chagrin, de doute et de foi. L'honneur de Pierre Bérégovoy réside dans cette double exigence que constituait à ses yeux la fidélité à ses convictions et la sincérité dans l'action. Double exigence qui s'impose à chacune et à chacun de nous et qui demeure l'ultime critère. D'ailleurs, le seul jugement qui vaille n'est-il pas en définitive celui que nous formulons nous-mêmes? Que nous croyons ou non dans le jugement de Dieu, nous ne savons que trop ce que vaut le jugement des hommes. Du moins, Pierre Bérégovoy aura-t-il imposé à tous, par son geste, de considérer à tout jamais qu'il était en règle avec lui-même. Pendant quelque temps, la politique a donc cédé le pas à la compréhension et à la compassion. Pierre Bérégovoy était là, si fort présent dans l'absence. Et quand Madame Bérégovoy est repartie, chacun savait au fond que ces instants resteraient toujours vivants.
L'Express et le Nouvel Observateur publient 2 sondages qui vont sans doute faire grincer quelques dents, notamment à la direction du RPR. Ces sondages indiquent en effet qu'Édouard Balladur est actuellement de loin le meilleur candidat de la droite à une présidentielle, devant Jacques Chirac et devant Valéry Giscard d'Estaing, le président de l'UDF étant largement distancé par le chef du RPR. Hier, le ministre du Travail, Michel Giraud, a annoncé comme tout à fait possible le chiffre de 3 350 000 chômeurs à la fin de cette année. Derrière les abstractions statistiques, il y a de véritables drames humains. Exemple chez Honeywell-Bull, où un Xème plan de suppression d'emplois a été décidé le 1er juillet dernier. Ce sont nos confrères du quotidien Le Jour qui l'ont révélé. Un responsable CFDT du comité d'entreprise de cette firme a eu l'idée d'interviewer les licenciés de cette dernière charrette, venus dire leur malheur à ceux qui restent. Et la projection de cette vidéo vérité a provoqué pas mal de malaise. À 9h, on m'a convoqué en me disant que mon poste était supprimé. Ben là, je n'ai pas réagi. Je peux vous dire franchement, je suis remontée, j'ai voulu travailler. Là, on est venu me trouver, on m'a dit ton mot de passe est supprimé. Ton mot de passe est supprimé. C'est plus la peine de travailler. Vous n'avez plus de mot de passe. J'ai pas encore réagi. C'est le lendemain que j'ai pris la claque. Donc, vraiment, je dis pas bien, je me suis vraiment pas sentie bien dans ma peau. L'image, c'est celle d'une caméra vidéo amateur. Les mots, ce sont ceux de quelques salariés du groupe Bull. Ils racontent leur licenciement économique, brutal, sans explication. C'était en novembre dernier. L'intervieweur, c'est Jean-Yves Levet, un délégué syndical. Il ne voulait pas que ce 11e plan social en 8 ans dans son entreprise se fasse en silence. Son film, il l'a montré au personnel, à la direction, aux salariés d'autres entreprises aussi, pour dénoncer les dégâts que provoque un plan social. On était en train de désinsérer des personnes, mais comme ça, l'air de dire c'est sale quoi, et on regarde pas quoi. Hein. Donc, et d'un seul coup, la vidéo a été, tenez, ils sont là, ils ont des besoins, et il faut répondre à un certain nombre de besoins. Socialement, c'est essentiel qu'on continue à les regarder et qu'on suive ce qui se passe. Ce sont mes enfants en fait qui me disent, tu vois maman, tu t'es donné... T'as passé des heures et des heures en dehors du temps réel pour te retrouver sans rien actuellement. Et ça, moi j'ai gros sur le cœur parce que moi je donnais l'exemple à mes enfants. Et ben pour finir l'exemple, ne fait pas tellement. Elle a retrouvé depuis un poste à mi-temps chez Bull. D'autres collègues aussi ont été replacés. Mais la confiance avec son entreprise est rompue. Aujourd'hui, elle attend la retraite. Tandis que Bull prépare un plan de 1000 départs volontaires. Si l'on en croit les confidences d'un policier à l'agence France Presse, les hommes du raid avaient pour consigne de capturer vivant Éric Schmitt, le preneur d'otages de Neuilly, mais celui-ci s'est réveillé. Le ministre de l'Éducation avait encouragé les enseignants à engager le dialogue avec leurs élèves sur cette affaire. Manifestement, vous allez le voir et l'entendre, les jeunes enfants n'ont pas compris l'issue fatale pour le preneur d'otages. Reportage de Chantal Kimerlin dans une école primaire du 19e. Derrière ces hauts murs traditionnellement protecteurs de l'école, on parle beaucoup de la prise d'otage. Mais à la surprise des adultes, les enfants ont avant tout retenu la mort d'un homme. Cet homme devait être un petit peu, comment dire, choqué, parce qu'il devait avoir de gros problèmes quand même. Et je crois qu'ils n'auraient peut-être pas dû le tuer à la fin, qu'ils auraient plutôt dû l'endormir. Moi je pense qu'on n'avait pas à le tuer parce que, je veux dire, c'est un citoyen comme tout le monde, mais c'est sûr qu'il a fait quelque chose de grave, mais je veux dire qu'on a établi des lois dans la France, après si on les respecte pas, si on tue quelqu'un c'est un peu bête. Qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dû faire? Lui injecter un somnifère pour qu'il dorme et comme il avait des bombes sur lui, après qu'on lui enlève les bombes mais sans le tuer comme un animal. Pas de question sur la sécurité dans l'école ou la peur. Le fait divers a partout fait réfléchir sur la justice, la morale ou l'exactitude de l'information. Ils n'ont jamais eu peur de revenir à l'école, ils ne m'ont pas posé la question de savoir si ça pouvait arriver ici. Ils pensaient aux petits-enfants, ça c'est vrai, et après ça s'est centralisé sur le preneur d'otages et sur la fin du preneur d'otages. Ils ne parlent pratiquement pas du tout de la notion de risque, ni du tout du concept de risque ou de responsabilité des adultes par rapport au risque. Ils en restent aux réalités, les enfants n'ont pas été maltraités. Si pour les adultes, la mort du preneur d'otages est justifiée, l'histoire pour les enfants se termine mal.
La brigade criminelle poursuit son enquête pour déterminer le profil de cet homme qui signait HB. Maryse Burgot et Caroline Laudrin tentent de reconstituer son parcours professionnel. Éric Schmitt, le preneur d'otages de la maternelle commandant Charcot, avait une grande fierté, sa société d'informatique. Lui qui était parti de rien, il avait réussi dans les années 80 à monter ici, à Ivry, une entreprise de 50 salariés. 3 agences en province, une clientèle fidèle et pourtant un jour, la belle machine se grippe. Fin 87, c'est la liquidation judiciaire. C'est parti comme ça, sans rien dire, un peu comme un voleur quoi, je veux dire, parti. Dans son appartement de Rosny-sous-Bois, Éric Schmitt rumine son échec. Il considère que ses collaborateurs l'ont trahi et il ne se remettra jamais de cet échec. Il a vraiment frôlé la grande réussite sociale. Il est passé, il l'a atteint à sa façon parce qu'il avait quand même une entreprise importante, un chiffre d'affaires important, des moyens financiers importants. Il était connu dans le domaine de l'informatique. Il avait même eu des articles sur sa société. Donc vraiment, il avait atteint un niveau tel que pour lui, à mon avis, cela a été très difficile de voir tout ça s'effondrer. Très difficile. Dans son village, à Cers, Éric Schmitt était celui qui avait réussi. L'enfant du pays roulait dans une belle voiture. Mais celui qui revient chez ses parents après ses échecs n'est plus qu'une ombre. Il a tout perdu. On sait maintenant qu'à ce moment-là, il est prêt à tout, pourvu qu'on parle de lui. Un an pratiquement après l'assassinat de Juge Falcone, les Italiens applaudissent un nouveau succès dans la lutte anti-mafia. Le numéro 2 de la pieuvre, comme l'on dit, a été arrêté la nuit dernière en Sicile. Cependant, 25 chefs mafieux sont toujours en fuite. Le point avec Véronique Tavo. Une opération montée dans le plus grand secret, des centaines de policiers mobilisés. Ce matin, le numéro 2 de la mafia a été surpris dans l'une de ses caches, près de Catane, en Sicile. Depuis plus de 10 ans, Benedetto Santapaola, dit Nito Santapaola, ou encore surnommé le chasseur, était recherché par la police italienne. Chef de la pègre de Catane, reconnu coupable de meurtre, trafic de drogue, hold-up en série, il avait toujours réussi à échapper à la justice. Selon la police, c'est lui qui aurait commandité l'assassinat du général Dalla Chiesa le 2 septembre 82 à Palerme. Cette arrestation, un nouveau succès pour les autorités italiennes, à quelques jours du premier anniversaire de la mort du juge antimafia Giovanni Falcone. Comme l'on dit, ça fait désordre, comme la fin de ce sujet. En Allemagne, le syndicat le plus puissant du monde, IG Metall, engagé depuis 2 semaines dans un formidable bras de fer avec le patronat de l'ex-RDA, IG Metall a été sérieusement ébranlé par une révélation du Stern. Selon ce magazine, le numéro 1 de ce syndicat est soupçonné de délit d'initié. Membre du conseil de surveillance de Daimler-Benz, la maison mère de Mercedes, il aurait acheté des actions Mercedes quelques jours avant la fusion de ces deux sociétés. Une affaire qui n'est que le dernier épisode connu d'un feuilleton politico-économico-financier qui secoue l'Allemagne actuellement. Commentaire Pascal Guigné. Franz Steinkuehler a tout du patron, le costume, la voiture, le salaire, mais il est patron d'un syndicat qui lutte contre les patrons. Sous ses ordres, 3,5 millions d'adhérents, des métallos en grève pour quelques centaines de francs. Alors, quand M. Steinkuehler achète pour plus de 3 millions d'actions et les revend, aussitôt empoché un joli bénéfice, la base se demande s'il n'y a pas quelque chose de pourri au royaume de Germanie. Cogestion rimerait peut-être avec corruption, dans un pays où le délit d'initié n'est pas puni par la loi. Affaire Steinkuehler, dernière en date de toute une série dont beaucoup de dirigeants allemands sortent éclaboussés. Max Streibel, très dévot président du Land de Bavière. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, il se faisait offrir limousine et jet privé pour ses déplacements personnels, démission annoncée. Plus fort, Günther Krause, ex-ministre fédéral des Transports. Jeune, dynamique, malin et radin. Employait une femme de ménage au noir, payée par la NPE. Résultat, démission. Autre collègue indélicat, Jürgen Möllemann, ex-ministre de l'économie, libéral jusqu'au bout, faisait de la pub pour des entreprises privées avec tampon officiel du ministère. L'opposition n'est pas en reste. Numéro 1 du Parti social-démocrate, candidat à la chancellerie, président de région, Björn Engholm aujourd'hui n'est plus rien du tout. Le monsieur propre du SPD n'avait pas dit la vérité, toute la vérité, à une commission enquêtant justement sur une autre affaire, mais déjà vieille de 5 ans. Résultat, le discrédit de la classe politique allemande atteint aujourd'hui des records et à 1 an d'élection générale cruciale, un Allemand sur 3 l'affirme, il n'ira pas voter. Rubrique Nos peines, nos joies, France 2 à l'honneur avec l'attribution du prix Albert Londres à notre éminent confrère Jean-Jacques Le Garec, grand reporter, caméraman pour une série de reportages sur Sarajevo. Je vous propose d'en revoir un court extrait.
Si vous le leur demandez, les gens de Sarajevo vous diront « Il ne se passe rien aujourd'hui d'anormal, puisque c'est la guerre et qu'on en meurt de la guerre. Il ne se passe rien, puisque la grande offensive bosniaque a commencé, dit-on, et que cela fait 3 mois que cela se dit, sans que rien pour autant ne semble avoir changé. Il ne se passe rien, puisqu'il y fait très froid et qu'on en meurt du froid. Chaque miette de bois est précieuse pour réchauffer les corps et les cœurs, glacés. Les arbres aussi meurent à cause du froid. On ne fait rien, puisqu'ensuite on attend 1 heure ou 2 heures, son tour. On ne fait rien de spécial, puisqu'on y lave son linge, en dehors de la famille, pour remettre du propre dans un univers sali. Mais tout cela ne doit pas être très grave, puisque l'année se termine à Sarajevo, et il paraît que l'année prochaine, ça recommence pareil. Le prix Albert Londres pour la presse écrite a été décerné à mon confrère du Monde, Philippe Broussard. Dans notre série On vit une époque formidable, j'ai l'honneur de vous signaler qu'une pommade contre l'impuissance vient d'être mise au point en Israël, que le Coca-Cola fait un grand retour en Iran après 14 ans de boycott par la révolution islamique et qu'un homme d'affaires chinois vient de se payer une superbe Ferrari, rouge bien entendu, et au moteur non bridé. Commentaire de notre spécialiste du sport mécanique et de la Chine réunie, Florence Mavic. Ça a la même couleur que le petit livre de Mao, mais ça coûte nettement plus cher. Jusqu'à présent, seule une poignée de privilégiés pouvait frissonner sur écran géant devant le rodéo des chevaux fous d'Enzo Ferrari. Pour 2 millions de francs, Li Xiaohua s'est offert le modèle 348 TS, avec en option pin-up, orchestre et champagne servi par le maire de Pékin. À la tribune, exit les habituels vieillards. Ils sont remplacés par des Golden Boys à la fortune aussi fulgurante que le taux de croissance chinois qui atteint les 10%. On est loin du costume Mao, voici les habits neufs de la nouvelle bourgeoisie. Montre en diamant, téléphone portatif. L'ouvrier moyen, lui, devra travailler 1400 ans pour s'offrir ce joujou. Et vu l'état des routes en Chine, on se demande bien comment l'heureux propriétaire va pousser une pointe de vitesse. Et dans notre série Tout fout le camp, les Chinois ont été battus par des Suédois au championnat du monde de ping-pong. En suédois tennis de table, c'est Waldner, le champion olympique en titre, qui a vaincu lors du dernier match le Chinois Wang Hao, avec à la clé, vous le voyez, une balle de match de rêve. Je voulais dire un mot du tennis avec un coup dur pour les organisateurs de Roland-Garros avec un double forfait annoncé aujourd'hui, celui de Monica Seles, on s'y attendait après son agression, et celui beaucoup plus surprenant d'André Agassi, blessé au poignet. Je vous parlais un peu prématurément des remous juridico-littéraires autour de Verbatim, le dernier livre de Jacques Attali, polémique lancée par le Nouvel Observateur qui accuse l'ancien conseiller de François Mitterrand d'un certain nombre, disons, de mélanges, mais surtout d'avoir emprunté bon nombre de citations à un livre entretien entre François Mitterrand et Elie Wiesel, livre à paraître très prochainement. Explication Thirier. Verbatim, ce devait être un livre d'histoire, cela devient un texte qui n'a pas fini d'en faire et que les historiens devront peut-être prendre avec délicatesse. Selon une enquête du Nouvel Observateur, 43 fois, Jacques Attali aurait plagié un livre d'entretien entre le président de la République et le prix Nobel Elie Wiesel. Ouvrage à paraître, mais dont le manuscrit a déjà été remis aux éditions Odile Jacob. Jacques Attali, parfois témoin de ces entretiens, aurait subtilisé 43 extraits de 10 à 40 lignes. Comment ? Explication de l'enquêtrice. Ces conversations enregistrées sur magnétophone étaient décryptées par le secrétariat de Jacques Attali, donc le secrétariat de l'Élysée. Si bien que Jacques Attali a conservé un exemplaire des entretiens Mitterrand-Wiesel. Et c'est de cet exemplaire dont il s'est servi pour Verbatim. Dans 39 cas sur 43, Jacques Attali aurait supprimé et les questions et la présence d'Elie Wiesel, conservant le texte du président, s'attribuant parfois questions et réponses. Un petit hic dans la chronique, d'autant que le chroniqueur serait aussi brouillé avec les lieux et les dates. Troublant, d'autant que Jacques Attali a toujours affirmé que le président avait lu son livre. Mais l'a-t-il lu en détail ? Gêné par ce nouveau songe d'Attali, François Mitterrand sera peut-être contraint de choisir entre deux amis, Elie Wiesel et Jacques Attali.
Avant de terminer ce journal en chanson, notre petit détour quotidien vers la Croisette avec la projection en sélection officielle à Cannes du dernier film de Wim Wenders, Si loin, si proche. Une sorte de suite des Ailes du désir avec les mêmes acteurs, un casting tout à fait impressionnant, Natasha Kinski, Peter Falk et Mikhail Gorbatchev lui-même personnellement en personne. Reportage Pascal Deschamps, Jean-Louis Melin. Brève et discrète apparition de Nastasia Kinski ce matin, l'une des nombreuses stars internationales qui ont dit oui à Wim Wenders pour cette suite des Ailes du désir. Car 10 ans après Paris, Texas, elle n'avait qu'une envie, retravailler avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai vu les Ailes du désir il y a quelques années, et puis je l'ai revu 2 fois, 3 fois. Je ressens ce que ressent Wim Wenders. On se demande tous ce qu'on fait là. Toute sa vie, on voudrait pouvoir faire quelque chose pour les autres. Et puis on se rend compte que ce n'est pas si simple. Dans Si loin, si proche, on retrouve donc les anges envoyés par Wim Wenders dans un Berlin sans mur pour aider les hommes à s'aimer. Ils les accompagnent, lisent dans leurs pensées, y compris celle d'un ancien chef d'État, interprété par Gorbatchev lui-même. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui a vraiment pu influencer l'histoire, je trouve. En plus, c'est quelqu'un avec une énorme culture et une énorme vision. Évidemment qu'il n'a plus de pouvoir. Et j'avais l'impression qu'il ne regrettait pas de ne plus l'avoir. Il était même assez content. C'était un homme très libre. Autre apparition inattendue à l'affiche de Si loin, si proche, celle de Horst Buchholz. Les badauds de la Croisette ont reconnu 30 ans après l'un des 7 mercenaires qui incarne ici un homme aux affaires plutôt louches, mais qui ne connaissait pas le cinéma de Wenders. Et puis ma femme, qui est une admiratrice de lui, alors énorme. Alors j'ai appelé, j'ai dit, il veut que je fasse un gangster. Il dit, n'importe quoi. Avec Wenders, il faut absolument travailler. Hey! On dit oui aussi Peter Falk ou Willem Dafoe. Tous ont eu le coup de foudre pour cette fresque irracontable en 30 secondes. Tous ont craqué pour les rêves de Wenders, qui nous dit simplement, film après film, que pour aimer les autres, il faut commencer par les écouter. Bon anniversaire à Jean-Paul II, 73 ans aujourd'hui, à Yannick Noah, 40 années plus jeune, et à Charles Trenet, 80 printemps ce 18 mai. Comme dit lui-même le fou chantant, ma jeunesse frise la maladie mentale. Demain soir, l'âme des poètes prendra la Bastille, une soirée tout à fait exceptionnelle en hommage à Charles Trenet, avec une pléiade de vedettes françaises et étrangères, hommage préparé par un petit Belge de génie, Marc de Hologne. La pendule fait, les oiseaux du lac, glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Love in Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues. Sur la mer, le soleil va paraître. Boum, le monde entier fait boum. Tout l'univers dit boum, parce que mon cœur fait boum boum. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Quand notre cœur fait boum boum. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Boum, le monde entier fait boum, tout l'univers dit boum, parce que mon cœur fait boum boum. Voilà, juste un petit aperçu pour vous donner envie de voir la suite. L'Opéra Bastille jouera demain à guichet fermé
Consolez-vous, ce spectacle tout à fait exceptionnel sera retransmis sur France 2 lundi prochain à 20h50. Pour les fans de Charles Trenet, je signale la parution de ce livre, Bulle enchantée. Ce sont les principales, les plus connues des chansons de Trenet en bande dessinée. C'est très mignon. Et puis pour les vrais fans de Charles Trenet, le livre de poche a eu la bonne idée de publier l'ensemble, intégralement, comme dirait l'autre, de toutes les chansons de Trenet. Et il en a écrit un certain nombre. Après les secrets du docteur Affelbluck, bas les masques de Mireille Dumas, consacré ce soir à la solitude, vers 23h40, le dernier journal, en compagnie de Philippe Lefebvre. Demain, Gérard Leclerc recevra dans les 4 vérités, à 7h50, Michel Delebarre. Dans quelques secondes, la météo de Sophie Davant au programme pluie et orage. Ayant l'honneur de participer demain à la soirée Charles Trenet, c'est Hervé Claude, dit Petit Lapin, que vous retrouverez à 20h. Excellente soirée, merci.